L'intelligence artificielle, du jour au lendemain, elle a débarqué dans nos vies et elle est en train de secouer le monde de l'éducation comme jamais. C'est un outil fascinant, capable de répondre à n'importe quoi en une seconde. Mais la grande question qu'on se pose tous, c'est est-ce que c'est un super assistant pour apprendre ou est-ce que c'est une sorte de raccourci qui va nous rendre paresseux du cerveau? Pour vraiment comprendre ce qui se joue, parfois, il faut laisser tomber les grands rapports et entrer dans une salle de classe. Ou même, comme ici, dans un simple cours particulier. C'est là que toute cette technologie devient un dilemme très, très personnel. Voilà, on y est. Cette question, c'est un élève qui l'a posée à Sophie, sa prof particulière de maths. Et cette simple phrase, elle va droit au cœur du problème. Ce n'est plus juste un exercice de maths qui est remis en cause, c'est l'idée même d'apprendre. À quoi bon faire l'effort si une machine connaît déjà la réponse? Alors face à ça, la réaction de l'enseignante est super intéressante. Elle ne dit pas interdiction d'utiliser ChatGPT, non. Elle propose de repenser complètement la méthode. Et pour ça, elle a mis le doigt sur le danger numéro 1. Ce danger, elle l'appelle la décharge cognitive. L'idée est simple. Quand on a la réponse tout de suite, sans effort, le cerveau ne fait plus son travail. Il n'a plus besoin de chercher, de se souvenir, de connecter les idées. L'IA devient une sorte de béquille permanente. Et le muscle de la réflexion, eh bien, il ne se développe plus. Mais, à l'opposé de ça, il y a ce qu'elle appelle la galère féconde. Oui, la galère, ce moment un peu frustrant où l'on cherche, on se trompe, on recommence, c'est justement dans cet effort, dans cette petite lutte avec le problème, que la magie opère. C'est là que les connexions se font dans le cerveau et que l'on comprend vraiment, pour de bon. L'image qu'elle utilise est parfaite. Se servir de l'IA sans réfléchir, c'est comme vouloir apprendre le vélo en se faisant tirer par un scooter. Bien sûr, on arrive à destination, et vite, mais on n'apprend jamais la chose la plus importante, trouver son propre équilibre. On a la réponse, mais on est incapable d'expliquer comment on l'a trouvée. Alors, comment on fait? Sophie propose une méthode super concrète, en 4 temps. D'abord, on essaye tout seul, on active son cerveau. Ensuite, on peut demander un petit coup de pouce à l'IA, juste un indice, pas la solution complète. Après, et c'est crucial, on ferme l'IA et on refait tout seul. Et enfin, le test ultime, on explique la solution à voix haute. Si on y arrive, c'est qu'on a vraiment compris. Ok, on a vu l'approche d'une prof sur le terrain. Maintenant, changeons d'échelle et voyons comment les institutions réagissent. Parce que ce défi, évidemment, il concerne tout le système éducatif. Ce chiffre, il est assez parlant. Il vient d'un rapport officiel et il dit que 70% des enseignants ne se sentent pas prêts, pas formés, pour intégrer l'IA dans leurs cours. Ça montre bien l'urgence de la situation et le besoin énorme d'accompagnement. Le constat du rapport est sans appel. En gros, les élèves utilisent déjà massivement l'IA, mais de manière complètement anarchique. Alors oui, le potentiel est immense, mais les risques, la triche, le fait que ça creuse encore plus les inégalités, le sont tout autant. Bref, la conclusion, c'est qu'il faut agir et vite. Du coup, le rapport ne se contente pas de tirer la sonnette d'alarme. Heureusement, il propose une vraie feuille de route pour essayer de transformer ce défi en une chance pour tout le monde. La stratégie repose sur 4 grands piliers. 1. Former les profs, massivement. 2. Apprendre aux élèves à utiliser ces outils intelligemment, avec un esprit critique. 3. Organiser tout ça avec des comités de pilotage. Et 4. Développer nos propres outils d'IA adaptés à l'éducation et qu'on maîtrise. Allez, on prend encore un peu plus de hauteur, parce que cette histoire d'IA à l'école, ce n'est pas juste une question de pédagogie. Ça s'inscrit dans un enjeu économique et stratégique beaucoup plus large, à l'échelle de toute l'Europe. Le truc, c'est que l'Europe est en pleine transformation, écologique et numérique. Et pour réussir ces transitions, on a un besoin criant de nouvelles compétences. Il faut des experts dans des domaines qui bougent tout le temps. Et ces experts de demain, eh bien, ils sont sur les bancs de l'école aujourd'hui. Ce qu'on voit ici, c'est ce fameux déficit de compétences. Il y a un fossé qui se creuse entre les compétences qu'on a sur le marché du travail et celles dont notre économie a désespérément besoin. Je parle bien sûr de l'IA, de la cybersécurité, des technologies vertes. La conclusion, elle s'impose d'elle-même. Repenser l'éducation avec l'IA, ce n'est pas juste pour éviter la triche au prochain contrôle. C'est une condition absolument vitale si on veut que l'Europe reste dans la course et qu'elle forme les citoyens et les travailleurs dont elle a besoin pour son avenir. Et pourtant, après avoir parlé d'économie, de stratégie européenne, il faut revenir à l'essentiel. C'est Sophie, la prof de maths, qui nous le rappelle avec cette phrase. La technologie, ce n'est qu'un outil. Le but ultime, la vraie victoire, ça reste ce moment magique et purement humain, l'étincelle dans les yeux d'un élève qui vient de comprendre, par lui-même.
Au fond, la vraie question que l'IA nous oblige à nous poser, elle est presque philosophique. Si l'accès à l'info est devenu instantané et infini, alors le rôle de l'école doit changer. Il ne s'agit plus seulement de transmettre un savoir, mais peut-être surtout d'apprendre à poser les bonnes questions, à douter, à construire un raisonnement, bref, d'enseigner la valeur de l'effort de pensée.